La cinquième section de ce chapitre est consacrée à une présentation d'un exercice d'application. Cet exercice d'application, évidemment, il est un peu formaté pour être présenté dans un amphi d'étudiants, mais il est tout à fait dans l'esprit de ce qui se passe sur le plan opérationnel, de ce qu'on demande à l'économiste en situation opérationnelle. Simplement, j'ai essayé de l'amener de manière discursive, c'est-à-dire en mettant explicitement des questions. Qu'est-ce qu'une récession? Quel modèle? Quel est l'effet des politiques monétaires et budgétaires? Mais toutes ces choses qui sont là-dedans, ce sont des manières de concevoir la politique économique, effectivement. Et évidemment, le point qui me concerne, c'est qu'il faut faire cette transition entre la présentation des modèles eux-mêmes, c'est-à-dire le modèle classique, le modèle keynésien, les régimes intermédiaires, et l'application. Les évolutions, disons, de la décennie que l'on vient de vivre offrent un excellent cas d'étude. Donc, j'ai pris des circonstances particulières pour la retraiter et en faire un petit exercice et une présentation d'un exercice d'application. Une manière de voir de l'économie, pas non plus en faire une seule manière de penser, il n'y a pas qu'une manière de penser, c'est de se ramener, si vous voulez, à un cadre d'analyse qui est proposé à travers les modèles que j'ai développés dans le cadre de ce chapitre. J'utilise les notions, par exemple, de courbe de demande agrégée, courbe d'offre agrégée. Et j'ai défini la récession comme une baisse brutale de la demande, c'est-à-dire un déplacement de la courbe de demande en bas et à gauche. Et pour formaliser analytiquement ce mouvement de la courbe de demande, si on reprend le modèle tel que je l'ai présenté, il n'y a pas de quoi faire ça, il faut rajouter quelque chose. Ce que j'ai rajouté, c'est ce terme qui apparaît ici, vous voyez, c'est epsilon. Epsilon, c'est un choc de demande exogène. Il y a un événement, une crise, un événement particulier qui se produit dans le système bancaire nord-américain et qui se répand dans l'économie mondiale. À l'origine, il y a la crise des subprimes, mais ce que je mets derrière ce epsilon, ce n'est pas seulement la petite crise des subprimes, mais c'est la crise des subprimes et ses développements, bien entendu, et ses développements jusqu'au moment où elle affecte l'activité réelle. Voilà, donc l'hypothèse que je retiens, c'est tout simplement qu'il y a un événement qui n'est pas identifié, qui n'est pas spécifié dans mon modèle, mais dont je vous donne l'interprétation ici. Il y a un événement qui produit un déplacement de la courbe de demande en bas et à gauche. Voilà, donc analytiquement, pour m'en sortir, j'ai modifié simplement l'absorption privée en introduisant un aléa qui est epsilon. Ça ne change pas fondamentalement le reste du modèle. Je vais simplement commencer par développer mon raisonnement dans le cadre de l'hypothèse de prix fixe. Pourquoi? Parce que celle-ci convient tout simplement à l'analyse d'une récession. Et c'est ce qui apparaît dans le graphique que je vous ai proposé dans la première diapositive de cette section. Vous voyez que pour caricaturer pour avoir une description très raccourcie, très caricaturale de ce qui s'est passé durant cette récession, j'ai imaginé que la courbe de demande
couper la courbe d'offre à un point qui est interprétable à la fois comme un équilibre classique et comme un équilibre keynésien, c'est un équilibre classique en particulier, donc c'est du plein emploi. Et ce déplacement de la courbe de demande en bas et à gauche nous amène à un équilibre qui est là et qui est avec, disons, un niveau de prix qui est inchangé, mais une production beaucoup plus faible. Une demande plus faible et une production plus faible. Donc je suis dans un régime keynésien dès que je déplace ma courbe en bas et à gauche. Et vous voyez, si on avait un déplacement en haut et à droite, eh bien simplement, on aurait un excès de demande, et l'excès de demande produirait une augmentation de prix, en fait, un mouvement inflationniste. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, il n'y a aucun problème. Ma description correspond bien à ce que l'on observe. Elle ne contredit pas l'évidence empirique. Et j'ai donc développé un petit modèle vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer. Ce modèle extrêmement simple, il contient au fond juste un équilibre sur le marché des biens. C'est à peu près tout ce qu'il contient. Beaucoup. Et pourtant, on va lui faire dire beaucoup de choses. Un équilibre sur le marché des biens, mais qui est un peu enrichi, puisque j'ai mis quand même un choc aléatoire. Donc ce n'est pas aussi simple que ce qu'on avait dans les modèles que j'ai développés dans les sections précédentes. Pas non plus beaucoup plus compliqué. C'est vraiment le minimum qui me permet d'avancer dans l'analyse de la récession. Il faut que je puisse représenter la récession. Alors, la récession, c'est un mouvement de la courbe de demande qui n'est pas produit par une décision de politique économique. C'est un événement qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas une politique économique qui provoque la récession. Il y a une récession parce qu'il y a un choc défavorable, un choc adverse sur l'économie, et les politiques économiques, elles vont être mobilisées pour corriger les effets du choc adverse. J'ai rajouté à cette description qui est fondée sur ce modèle qui est essentiellement, qui s'appuie sur la description du marché des biens, j'ai rajouté deux petites choses. Les petites choses que j'ai rajoutées, ça concerne la politique budgétaire, et j'ai pris des formulations qui ont été justifiées lorsque j'ai parlé de spécifications alternatives, c'est-à-dire que j'ai cru devoir rapidement laisser de côté l'idée que les taxes, les recettes fiscales sont exogènes et sont un instrument de politique économique, et que les dépenses sont un instrument de politique économique. On va y revenir à un certain moment, mais en tout cas, l'idée, c'est de se rapprocher de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On est dans une économie dans laquelle les taxes ne sont pas, les recettes fiscales, surtout en volume, ne sont pas une décision de politique économique. La décision de politique économique, elle porte essentiellement sur les taux, et le système fiscal est construit sur la base de taux qui s'appliquent à des bases fiscales. Donc c'est T égale taux que multiplie Y. Quant aux dépenses, eh bien j'ai écrit que les dépenses sont une fonction décroissante, linéaire, mais peu importe, décroissante de la production ou de la demande, de Y en tout cas. Et j'ai, pour, disons, compléter ma description de comment se déterminent les dépenses publiques, j'ai écrit que les dépenses publiques G sont une fonction linéaire de Y, et il y a une partie quand même que j'ai mise à part, c'est G0. G0, c'est des dépenses discrétionnaires, c'est une décision du gouvernement. Le gouvernement peut décider des dépenses discrétionnaires. Par exemple, il peut acheter 40 TGV pour les faire rouler sur des liaisons intercités, qui ne sont pas faites pour des TGV d'ailleurs. Il peut faire ça, donc ça c'est des dépenses discrétionnaires, mais il y a une grande partie des dépenses qui ne sont pas directement contrôlées par le gouvernement, pour des raisons sur lesquelles on reviendra,
mais je vous ai cité, et je cite toujours, l'exemple typique, c'est l'assurance chômage. C'est-à-dire que quand il y a du chômage qui apparaît, ou quand il y a une baisse de la production, il y a du chômage qui apparaît, et ça déclenche des dépenses publiques. Ça déclenche une indemnisation du chômage, automatiquement. Donc ce n'est pas le gouvernement qui décide ça. Il décide du système, peut-être, d'indemnisation du chômage. Mais une fois que ce système est en place, il ne va pas être changé à chaque fois qu'il y a un à-coup. Au contraire, il est là pour lisser les à-coups. Donc, j'ai supposé que les dépenses étaient une fonction décroissante. Les dépenses publiques sont une fonction décroissante de la demande, ce qui est quelque chose qu'on observe. Elles sont contracycliques. Et il y a deux autres équations qui sont des équations comptables. Les équations comptables que j'ai rajoutées, c'est simplement une équation qui définit le solde budgétaire, parce que je veux pouvoir parler pour avoir, disons, une accroche sur le débat, hein, parce que le débat de politique économique, il est centré sur qu'est-ce qui se passe sur le déficit, qu'est-ce qui se passe sur la dette publique. Pour que je puisse raccrocher à ce débat, eh bien, j'ai introduit deux équations comptables de plus qui permettent de définir le solde budgétaire. Le solde budgétaire, il est égal à l'accroissement de la dette, c'est-à-dire B moins B0, et il est aussi égal aux taxes, aux recettes fiscales, moins les dépenses. Ici, j'ai supposé que, mais vous l'accepterez volontiers, au moins provisoirement, qu'il n'y a pas de financement monétaire des dépenses publiques. Donc ce qui n'est pas financé par des taxes est financé par une émission de dette, par un déficit budgétaire qui est couvert par un emprunt. Alors vous voyez qu'en résolvant par rapport à S, c'est-à-dire en éliminant les variables T et G, je fais un petit exercice comme ça que je vous ai proposé pour les TD, que vous puissiez aussi avoir le temps de vérifier que vous n'avez pas de difficultés techniques là-dessus. Donc lorsqu'on élimine T et G, on obtient une relation qui lie le solde budgétaire à l'activité économique Y. Et bien entendu, il y a d'autres choses qui interviennent. Le solde budgétaire il dépend en partie de l'activité Y en raison des effets des stabilisateurs automatiques. Et bien entendu, il dépend aussi, il est affecté par les dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire quand on achète des TGV, ça accroît les dépenses et donc ça va creuser le déficit. Et par ailleurs, il est affecté par l'instrument de politique fiscale, c'est-à-dire par les taux de prélèvement taux. Vous voyez que ce terme ici intervient, taux intervient dans l'expression qui donne le solde. Et puis évidemment, il dépend d'autre chose. Je peux résoudre en S et exprimer S uniquement par rapport à Y et par rapport aux instruments de politique économique. La politique monétaire. La politique monétaire, je vous ai dit que je vais là aussi prendre une hypothèse extrêmement radicale. Je vais supposer que la Banque centrale contrôle le taux d'intérêt, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent, elle contrôle le taux d'intérêt sur le marché monétaire, enfin les taux directeurs, en fait, ce sont des taux sur le marché monétaire. Mais elle ne contrôle pas le taux d'intérêt. Mais vous savez qu'il y a une relation entre les taux d'intérêt et le taux d'intérêt qui est déterminé par la Banque centrale. Et je vais ramasser tout ça, je vais prendre un raccourci en disant que la Banque centrale détermine le taux d'intérêt. En fait, elle affecte le taux d'intérêt, elle influence le taux d'intérêt ou les taux d'intérêt
Mais ici, pour simplifier, je vais dire qu'elle détermine le taux d'intérêt directement. Et vous savez, j'espère, si vous avez étudié votre cours, vous savez très bien que le fait de prendre comme variable exogène le taux d'intérêt plutôt que la masse monétaire ne change pas les propriétés du régime dans lequel je vais me situer. Je suis dans un régime keynésien, parce que j'ai supposé que les prix sont fixes. Et le fait de prendre le taux d'intérêt au lieu de la masse monétaire, ça ne va pas changer les propriétés de ce régime. Je vais, dans ce modèle, observer les propriétés du régime keynésien. Alors, à quoi sert la courbe LM dans ce cas? Je vous ai expliqué que quand on faisait cette hypothèse sur la politique monétaire, donc si au lieu de prendre la masse monétaire, on prend le taux d'intérêt, ça a un effet, disons, plutôt sympathique, c'est que ça simplifie la résolution du modèle. Si le taux d'intérêt est déterminé directement par la Banque centrale, donc ça devient une variable exogène, il n'y a qu'une seule variable endogène dans l'équilibre sur le marché des biens, qui est ici une courbe IS. Il n'y a qu'une seule variable. On ne va plus parler de courbe IS, c'est l'équilibre sur le marché des biens. C'est plus le modèle ISLM, mais c'est un régime keynésien. Parce que le modèle ISLM, il faut qu'il y ait la masse monétaire il faut que la masse monétaire soit une variable de politique économique pour qu'on fasse apparaître les courbes IS et LM. Mais là, c'est un régime keynésien. C'est quand même un régime keynésien parce que les prix sont fixes et donc on a toutes les propriétés fondamentales du régime keynésien. Et c'est le taux d'intérêt qui est exogène. Et donc dans l'équilibre sur le marché des biens, il n'y a qu'une seule variable endogène qui est Y. Et cette relation d'équilibre sur le marché des biens que j'ai écrite ici en haut de la diapositive, que vous voyez ici, à elle seule, elle va permettre de déterminer Y. À quoi sert la courbe LM? À ce moment-là, si on prend cette hypothèse, eh bien, elle sert à pas grand-chose. Elle sert à calculer de manière endogène la masse monétaire, c'est-à-dire elle sert à, si on en a besoin, calculer les variations de l'agrégat qu'on choisit pour définir la masse monétaire. Ce qui nous intéresse dans notre décision, c'est le taux d'intérêt. Ça nous intéresse. Ça nous concerne directement, très directement. Ce qui est vrai, c'est que la Banque centrale influence le taux d'intérêt et que ça se transmet à travers le secteur bancaire, donc ça reste vrai. Je ne fais pas d'erreur fondamentale en prenant cette approximation. J'en arrive aux effets de la récession. Quels sont les effets de la récession tels qu'ils sont décrits par le modèle que je vous propose? Alors, les variables endogènes de ce modèle, il y en a pas mal. C'est Y, T, Y, T, G, H, S. Ce sont les variables endogènes du modèle. T et G, je l'ai éliminé. Donc, dans le cœur du modèle, il n'y a pas T et G. Et les exogènes du modèle sont taux, le taux de pression fiscale, enfin le taux de taxe, les dépenses discrétionnaires, le taux d'intérêt qui est déterminé par la Banque centrale et bien entendu le choc epsilon qui me permet de prendre en compte la cause du déplacement de ma courbe de demande en bas et à gauche. La première opération que je fais, c'est toujours la même chose en fait. J'ai affaire à un modèle très simple, mais il a une petite complexité, c'est qu'il est non linéaire. C'est un modèle non linéaire. La première chose que je fais, c'est de linéariser le modèle. Donc je linéarise le modèle et j'arrive, en faisant cette opération de linéarisation, vous savez ce que c'est maintenant, en TD on fait des exercices comme cela. Il s'agit de calculer la différentielle totale. En fait, je calcule la différentielle totale, ou j'écris la différentielle totale de l'équation 1. Et qu'est-ce que je trouve? J'arrive à une
forme très simple qui exprime dy en fonction de des taux dr et des epsilon. Hein? Donc je vois comment dy varie en fonction de des taux dr et des epsilon. Et vous voyez que cette forme-là, mais c'est aussi une forme réduite. C'est-à-dire que j'ai là-dedans uniquement, j'ai une seule variable endogène que j'ai mise à gauche du signe égal. J'ai exprimé dy en fonction des différentiels des variables exogènes qui sont des taux dr, des g0 et des epsilon. Et il y a un terme qui est ici d. Il faut s'habituer à voir arriver ce terme qui prend des formes différentes suivant les hypothèses qu'on fait. D, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que 1 moins hy, parce que j'ai introduit une spécification alternative pour décrire la détermination de G et de T. Et donc, je prends en compte, en faisant cela, les stabilisateurs automatiques. Donc, ça joue sur la détermination de Y. Et vous voyez, ce terme en D, il est indiscutablement positif. On a calculé un terme comme ça dans un exercice de TD. Vous voyez que ce n'est pas 1 moins hy qu'on voit apparaître ici, mais c'est 1 moins hy multiplié par un terme qui est inférieur à 1. Hy, c'est déjà compris entre 0 et 1, c'est inférieur à 1. Quand on multiplie par un terme qui est inférieur à 1 moins hy multiplié par 1 moins taux, c'est certainement positif. Et on rajoute en plus dans ce terme d, un coefficient gamma. Ce terme, il est positif, on rajoute quelque chose de positif, donc d est indiscutablement positif. Et donc, j'ai ici ma forme réduite pour dy. Il reste à avoir une forme réduite pour ds. Eh bien, je prends l'équation qui m'a permis d'introduire le solde et je la résous en ds, c'est-à-dire j'ai calculé la forme réduite, j'ai exprimé le solde seulement par rapport aux variations des variables exogènes. Ça dépend de des taux et des G0, mais ça dépend aussi du taux d'intérêt. Et ça dépend du choc. Le choc, naturellement, il affecte le solde. Pensez bien que s'il y a un choc récessionniste, et par conséquent, je suis en train d'arriver au fond des formules qui me permettent de dire comment une récession, qui est à d epsilon, si vous voulez, se transmet sur les variables y et s. Quel est l'effet de la récession sur la production et sur le solde budgétaire? Et c'est très facile, vous pouvez extraire les multiplicateurs qui sont associés, si vous voulez, au choc. Vous les avez ici, le multiplicateur pour dy, c'est 1 sur d. Donc lorsqu'il y a un choc d epsilon, ça entraîne un effet qui est d epsilon divisé par d sur y, dy égale d epsilon divisé par d. Et pour le solde, il y a également un multiplicateur qu'on fait apparaître ici. Vous voyez ce terme-là, taux plus gamma, eh bien c'est le terme qui est ici, taux plus gamma, et il est divisé par d que multiplie 1 moins r. Et d que multiplie 1 moins r, c'est ce qui se trouve ici devant ds. Donc quand on résout en ds, on a ce multiplicateur. Donc il n'y a aucun mystère là-dedans. Si j'ai affaire à une récession d epsilon est négatif, et je connais le signe de mes multiplicateurs, le multiplicateur 1 sur d, il est indiscutablement positif. Le multiplicateur taux plus gamma sur 1 moins rd, il est indiscutablement positif également. Et quand je multiplie par un d epsilon qui est négatif, j'ai bien entendu un effet négatif sur dy, sur y, un effet négatif sur s. Autrement dit, ce que me dit mon modèle, c'est que lorsque j'ai une récession, ça entraîne une réduction de l'activité y,
et une détérioration du solde budgétaire. C'est qualitativement que ça a cet effet, mais je sais aussi le mesurer par un multiplicateur. Je sais de combien, en fonction de l'ampleur de epsilon. Alors vous pourriez me dire, mais attendez, vous venez de nous raconter qu'une récession, ça a un effet négatif sur l'activité, sur le solde budgétaire. Est-ce que ça vraiment, ça justifie autant de calculs? Tout le monde sait ça. Bon. Ce que je fais là, c'est de vérifier simplement que mon modèle dit bien ce que, d'abord, je vois et ce que, spontanément, je pense. J'observe qu'effectivement, ma formalisation, elle reproduit cela. Si elle ne reproduisait pas cela, je pourrais m'en inquiéter et je chercherais à comprendre pourquoi. Elle reproduit cela. Il y a des choses en plus parce que j'ai quand même une information, c'est j'ai un moyen d'apprécier l'ampleur de la détérioration du solde ou l'ampleur de la détérioration de la situation, par exemple, sur le marché des biens ou sur le marché du travail, en utilisant les multiplicateurs que j'ai explicitement calculés. Bien entendu, ici, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les valeurs numériques de ces multiplicateurs. Comment obtenir les valeurs numériques de ces multiplicateurs? C'est un petit travail économétrique qui va me permettre de faire. Ça peut être un gros travail économétrique. Mais vous faites de l'économétrie, donc vous savez répondre à ces questions. Moi, je fais un exposé de macroéconomie. Je ne vous explique pas comment on fait économétriquement. Pour faire cela, vous devez le savoir. Alors, si vous ne le savez pas, c'est de la responsabilité de la personne qui enseigne l'économétrie. Vous pouvez lui poser des questions. Enfin, il n'y a pas de mystère. Hein. Il s'agit tout simplement de partir de l'estimation des fonctions h et l. Et ici, simplement h. Donc, il faut estimer la fonction h économétriquement. Et si vous faites ça, il faut aussi estimer le paramètre gamma. Et si vous faites ça, vous avez tous les éléments pour calculer numériquement, à condition de savoir mesurer l'ampleur du déplacement d'epsilon, vous avez tout ce qu'il faut pour mesurer numériquement les effets de la récession. Alors, je vais d'abord me poser la question suivante. Dans ce modèle, j'ai introduit les mécanismes de stabilisateurs automatiques. Qu'est-ce que c'est que les stabilisateurs automatiques? C'est un mécanisme qui est dans le système économique et qui fait que lorsque vous avez une récession, il y a automatiquement une détérioration du solde budgétaire qui se produit, et cette détérioration du solde budgétaire a un effet d'amortisseur sur la récession. Au fond, c'est un peu comme s'il y avait dans le système une politique keynésienne qui se mettait en œuvre automatiquement. Donc, le mécanisme de stabilisateur, il amortit les effets de la récession sur Y, mais il détériore le solde. Quand il y a une phase d'expansion, il joue dans l'autre sens. Si ce solde est positif, eh bien, ça a un effet aussi, on voit en même temps, si vous voulez, un effet qui freine, au fond, l'activité. Freiner l'activité lorsqu'il y a un boom et stimuler l'activité quand il y a une récession, c'est le jeu des stabilisateurs automatiques. Donc il y a bien, si vous voulez, un effet de stabilisation ou un effet contracyclique de ces mécanismes. Si on supprime les stabilisateurs automatiques, ou si on considère les effets de la récession en gommant les stabilisateurs automatiques, c'est plutôt une opération intellectuelle, si vous voulez, mais si on supprime les stabilisateurs automatiques, c'est aussi possible, c'est une politique possible. C'est très facile de voir ce qui se passe.
Ben, ça revient tout simplement à revenir à notre formulation de manuel élémentaire, c'est-à-dire à revenir à l'idée que les recettes fiscales sont déterminées directement par le gouvernement, hein, et que les dépenses publiques sont déterminées aussi directement par le gouvernement. Donc on revient à la formulation élémentaire de nos modèles macroéconomiques. Et si on fait ça et qu'on différencie les équations que vous connaissez, hein, on trouve que simplement dy dépend de t, dépend de r, dépend de epsilon et de g. Donc, ça dépend de toutes ces variables économiques et ces variables exogènes. Donc là, on retourne au fait que dt est une variable exogène. Et le solde, eh bien, il ne dépend que de dt et de dg. Il dépend de dr aussi. De dt, dg et dr. Il ne dépend que, ici c'est une forme réduite tout de suite, hein, il ne dépend que de variables exogènes. De manière plus précise, imaginons qu'il y ait une récession sans stabilisateur automatique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que d epsilon va prendre une valeur négative, et je vais supposer qu'on regarde juste l'effet de la récession. Ça veut dire qu'on ne fait aucune politique économique, on regarde ce qui se passe s'il y a une récession, et aucune politique économique, mais aussi pas de stabilisateur automatique, rien. Donc on a supprimé les stabilisateurs automatiques ici, et on prend l'hypothèse de aucune réaction de politique économique, ou encore, si vous voulez, souvent on dit ça en anglais, le do nothing policy. On ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Si on ne fait rien, ça veut dire qu'on ne change pas les taxes, les recettes fiscales, qu'on ne change pas les dépenses publiques et qu'on ne change pas le taux d'intérêt. Donc ça veut dire tout simplement que tous ces termes-là, dt, dr, dg, sont nuls. Il y a juste des epsilon qui intervient. Et pour le solde, vous voyez que d epsilon n'intervient plus. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le choc récessionniste se transmet uniquement sur y, avec un multiplicateur qui est très simple, c'est 1 sur 1 moins hy, que multiplie des epsilon, donc si vous voulez. Donc dy, c'est 1 sur 1 moins hy que multiplie des epsilon. Et il n'y a aucun effet de la récession sur le solde. Strictement aucun effet. Alors, si on regarde la valeur du multiplicateur, donc le multiplicateur par rapport à epsilon, hein, donc c'est dy d epsilon, effet de la récession sur la production, ici on a un effet qui est dy égale d epsilon divisé par 1 moins hy. Cet effet-là, il est plus fort, il est négatif, hein, mais en valeur absolue, il est plus fort que l'effet que nous avons dans le multiplicateur précédent qui inclut les effets des stabilisateurs automatiques. Parce que ce n'est pas dans ce multiplicateur que vous avez ici, ce n'est pas 1 sur 1 moins hy que vous avez, mais c'est 1 sur d. Donc c'est, si vous voulez, 1 sur cette formule-là, hein, cette formule-là. Et ce que vous comprenez immédiatement, c'est que comme on n'a pas seulement hy, mais on a des choses qui se rajoutent positivement, hein, ce d est plus élevé que 1 moins hy. Et donc, si vous voulez, l'effet que vous avez ici, 1 sur d que multiplie d et epsilon, est moins fort que l'effet que vous avez lorsque vous n'avez pas de stabilisateur automatique. Ça, c'est trivial. D'accord? Simplement, je retrouve les résultats. Je supprime les stabilisateurs automatiques, l'effet de la récession sur la production est plus fort,
bien entendu, mais il n'y a pas d'effet sur le sol. Alors que là, il y a un effet sur le sol. Vous voyez que on a un stabilisateur, par l'effet des stabilisateurs, on le voit, hein, puisque ces stabilisateurs, ça fait jouer tau et gamma, eh bien, on a un effet de d epsilon sur le sol. Quand il n'y a pas de stabilisateur automatique, il n'y a pas d'effet sur le sol. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que les stabilisateurs automatiques? C'est, au fond, une sorte de système de mécanisme automatique contracyclique. Contracyclique, et je vous ai expliqué déjà un petit peu cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que ça efface complètement la récession, mais ça répartit, ça transfère une partie des effets de la récession d'une variable à une autre. Au fond, le travail que fait la politique économique quand elle est contracyclique, ou les stabilisateurs automatiques, c'est pareil, sauf que là, c'est automatique. C'est simplement de transférer une partie du choc sur une autre variable. Une partie du choc sur Y, sur la variable solde budgétaire. Pourquoi? Parce que, sans doute, on considère à juste titre que si le solde budgétaire se détériore un peu pendant une récession, ou même beaucoup, ça a moins d'inconvénients qu'une très forte baisse de l'activité. Donc ce qu'on veut, c'est éviter la baisse d'activité parce que ça crée du chômage, ou lutter contre le chômage. On accepte un inconvénient moins grave. D'accord? Un inconvénient, c'est pas mineur, mais moins grave. On accepte que le solde budgétaire se détériore pour que Y baisse moins. C'est une politique contracyclique. Ça illustre tout à fait une idée que j'ai proposée à la fin de mon développement sur les cycles, c'est que la politique contracyclique, la seule chose qu'elle peut faire, ce n'est pas effacer les chocs, c'est transférer les effets des chocs là où ça a le moins d'inconvénients. Je reviens à mes stabilisateurs automatiques. La première chose qu'on tire, la première leçon qu'on tire de cela, c'est que c'est pas mal d'avoir un mécanisme de stabilisateur automatique. Pourquoi c'est bien? C'est très très bien d'avoir un mécanisme de stabilisateur automatique. Parce que ce n'est pas une politique, c'est un mécanisme. Et c'est un mécanisme qui amortit les fluctuations sans qu'il y ait un passage à une décision gouvernementale. N'oubliez pas que la décision en matière budgétaire, dans la réalité, quand il s'agit de dépenses, par exemple, discrétionnaires, elle passe par un processus lent. Normalement, il faut une loi de finances. On peut faire des dépenses exceptionnelles, comme acheter des TGV. Mais c'est un processus lent. Pour qu'il y ait une action rapide, en matière budgétaire, c'est très difficile. Et le stabilisateur automatique, il marche même avant qu'on ne s'aperçoive qu'il y a une récession. Il marche tout de suite, avant qu'on ait les statistiques qui nous montrent qu'on est en récession. Donc ça, c'est formidable, il faut le garder. C'est mieux que ce qu'on pourrait faire directement avec la politique discrétionnaire. Mais bien entendu, la politique discrétionnaire, elle sert à aller au-delà des stabilisateurs automatiques. Les stabilisateurs amortissent, ils n'effacent pas la récession, la conséquence de la récession sur Y. Et la question que je vais me poser justement maintenant, c'est est-ce qu'on peut effacer complètement les effets de la récession sur Y? Je vais essayer de réfléchir à ça. Avant de faire cela, je commande juste les multiplicateurs. Ici, vous avez un tableau des multiplicateurs qui correspond au modèle que j'ai spécifié dans cette section. Ce tableau des multiplicateurs, c'est les dérivées partielles. Vous voyez, c'est des rondes. Les dérivées partielles de la forme réduite. Et ça nous indique, au fond, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe si on augmente taux, si on augmente G, si on augmente R. On a déjà vu qu'est-ce qui se passe si on augmente epsilon. Donc il y a deux multiplicateurs supplémentaires qui ne sont pas dans ce tableau. On les a vus plus haut. Là, c'est les multiplicateurs de politique économique, les politique monétaire et budgétaire. C'est qu'est-ce qui se passe si on change les instruments de politique
on modifie les valeurs des instruments de politique économique taux, G0 et DR. Et vous voyez que dans ce tableau, j'ai mis tous les multiplicateurs. Ça, c'est toute l'information sur le comportement local du modèle. Vous retrouvez notamment des choses qui sont connues. Prenez par exemple la colonne que vous avez ici, c'est l'augmentation des dépenses publiques discrétionnaires. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente les dépenses publiques? Eh bien, ça a un effet positif sur la production. Donc j'ai 1 sur D, c'est mon multiplicateur. Ça a un effet positif sur la production et ça a un effet négatif sur le sol. Ça détériore le sol. C'est pas étonnant ça, mais c'est pas étonnant, mais vous pouvez le savoir à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on est dans un régime keynésien. N'oubliez pas que si on était dans un régime classique, ce multiplicateur, il serait nul pour Y. Il détériorerait le sol, mais ça n'aurait aucun effet sur Y. Donc, les propriétés du modèle keynésien sont conservées totalement ici. Une augmentation des dépenses publiques augmente la production et détériore le sol. Une augmentation des taxes, ici du taux de taxes, diminue la production et améliore le solde budgétaire. Là aussi, c'est une propriété du modèle keynésien. Qu'est-ce qui se passe pour la politique monétaire? Que nous dit ce modèle pour la politique monétaire? Mais il nous dit des choses aussi tout à fait conventionnelles, je dirais. Une augmentation du taux d'intérêt réduit la production, diminue la production. Qu'est-ce que c'est qu'une augmentation du taux d'intérêt? C'est une politique monétaire restrictive. Attention, l'augmentation du taux d'intérêt, c'est une politique monétaire restrictive. Donc si vous voulez réfléchir en termes de politique monétaire expansionniste, ce serait une diminution du taux d'intérêt. Une réduction du taux d'intérêt augmente la production. Ça, c'est keynésien. Dans un régime classique, ce n'est pas vrai. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai pris R que ça change. Ce n'est pas parce que j'ai changé d'instrument de politique monétaire que les propriétés du modèle sont affectées. Ce que me dit la théorie keynésienne est parfaitement conservé là-dedans. D'accord? Et évidemment, autre effet, c'est que lorsque vous augmentez le taux d'intérêt, ça détériore le solde. Pour quelle raison? Lorsqu'on augmente le taux d'intérêt, ça détériore le solde parce que ça augmente les charges d'intérêt du gouvernement. Pour une dette qui est donnée, ça augmente les charges d'intérêt du gouvernement. Et donc, ça augmente les dépenses. Le solde, qu'est-ce que c'est? C'est les recettes moins les dépenses. Donc, ça augmente, ça détériore le solde. Oui, enfin, ça résout un petit peu, voilà, ça résume aussi, il y a un résumé, si vous voulez, de qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut augmenter la production, c'est-à-dire quand on veut aller contre l'effet de la récession sur Y, eh bien, il faut soit réduire le taux de taxe, réduire les impôts, augmenter les dépenses publiques ou baisser le taux d'intérêt. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut effacer complètement l'effet de la récession? Ça rêve, ça. Est-ce que la politique économique permet de supprimer complètement la récession? La réponse est oui. Et vous me direz, mais pourquoi on ne le fait pas? D'abord, il faut que je vous explique pourquoi la réponse est oui. Ça, c'est une question de calcul. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, on sait très bien ce qu'il faut faire, pour empêcher que la récession ne provoque, enfin, le choc récessionniste, c'est-à-dire des epsilon négatifs, ne provoque un effet sur la production. Il faut qu'il y ait une action qui compense ce choc. Exactement, c'est tout à fait possible. Alors ici, je peux à la fois envisager une stabilisation par la politique budgétaire ou par la politique monétaire ou un policy mix. Mais par exemple, je prends un exemple simple, qui est l'exemple le plus simple. Les dépenses publiques. Comment faut-il faire pour supprimer complètement l'effet de la récession sur la production? C'est-à-dire pour, en fait, gommer complètement l'effet aussi sur l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est très simple. Le modèle que je viens de spécifier, et il nous dit la chose suivante, il nous dit il suffit d'augmenter les dépenses de manière à ce que DG0 soit égal à moins D epsilon. Et comment on trouve ça? C'est très simple. Si vous regardez les équations réduites, la forme réduite du modèle, hein, et vous lisez ça tout de suite. Si vous ne touchez qu'à G0 lorsqu'il y a un choc de récession, c'est-à-dire lorsque D epsilon prend une valeur négative. D'accord? Bien, pour compenser la valeur D epsilon négative, exactement, il faut augmenter les dépenses d'autant. Et c'est tout. C'est tout. Alors, évidemment, ça a des conséquences. La conséquence, on la voit tout de suite sur le solde budgétaire. Sur le solde budgétaire, malheureusement, je vais voir une très forte dégradation des soldes budgétaires. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'équation réduite du solde budgétaire, elle fait apparaître DG0 ici. J'ai augmenté DG0 fortement, hein, et donc je vais voir sa conséquence sur DS. Même si j'ai réussi à éliminer l'effet sur la production, il va y avoir un énorme déficit budgétaire qui va se creuser. Et là, il y a un problème d'appréciation, c'est-à-dire jusqu'où j'accepte le déficit budgétaire pour éviter le chômage. Jusqu'où j'accepte le déficit budgétaire. Là, c'est un problème d'appréciation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent il faut aller vraiment très loin, bien entendu au-delà des stabilisateurs automatiques, parce que les stabilisateurs automatiques ne font qu'une partie du chemin. Il faut aller beaucoup plus loin en faisant de la politique discrétionnaire. Alors, on discute sur des déficits de 3% du PIB. Hein. Quand ça va à 6-7% du PIB, c'est grave. C'est ce qui s'est passé pendant la récession. Hein. En 2009-2010, il y avait des déficits de cet ordre-là. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à 15% ou 20% du PIB? Si on accepte d'aller jusqu'à 20% du PIB, il n'y a aucun problème, on efface ce chômage. La question, c'est est-ce qu'on peut descendre à ce point, est-ce qu'on peut détériorer à ce point le solde budgétaire? À ce stade, je ne suis pas en mesure de répondre à la question, mais bien entendu, il y a un moment où je vais introduire une discussion sur la politique budgétaire dans le chapitre 4 et où je vais me donner les moyens de répondre à cette question. Mais vous pensez bien qu'il y a une limite à cela, ne serait-ce qu'une limite que vous pouvez identifier comme les réactions du marché. Si jamais, pour supprimer le chômage en France, vous devez accepter un solde budgétaire de moins 20% du PIB, il se passera certainement quelque chose sur les marchés. Il y aura sûrement un peu de panique, hein, parce que ça veut dire que la dette publique va monter de manière inexorable, et tout le monde va se dire mais le gouvernement ne pourra jamais rembourser ça. Donc je reviens sur ma question. Est-ce qu'on peut supprimer complètement l'effet sur la production? Ben oui, absolument, on peut. Et on peut soit en augmentant les dépenses, soit en réduisant les taxes, et puis on peut aussi faire de la stabilisation monétaire. Et la stabilisation monétaire, c'est un peu un miracle. Pourquoi c'est un miracle? C'est parce que vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la stabilisation uniquement en touchant au taux d'intérêt? Il faut stimuler l'activité, ça veut dire qu'il faut faire baisser le taux d'intérêt. Donc, on peut très bien dire, eh bien, on va uniquement se servir du taux d'intérêt, on peut faire un policy mix, hein, mais on peut dire, on va simplement toucher au taux d'intérêt et on va baisser le taux d'intérêt de manière suffisante pour qu'il n'y ait plus de chômage. On va vraiment le baisser autant qu'on peut, d'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômage. Et cette politique-là, c'est une politique pure, hein, donc c'est une expansion monétaire, elle a des effets vertueux. Pourquoi? Parce qu'une stimulation, une baisse du taux d'intérêt, ça augmente évidemment les dépenses, l'absorption privée, donc ça va augmenter la production, mais une baisse du taux d'intérêt, ça va aussi améliorer le solde budgétaire. Donc ça va avoir un effet positif sur les deux objectifs que j'ai là, sur la production et sur le solde budgétaire. Là, c'est un miracle. Donc quand on voit ça, on dit, mais
si vraiment ce modèle dit la vérité, on a trouvé la solution. Il suffit de baisser le taux d'intérêt suffisamment pour que l'écart de PIB disparaisse, c'est-à-dire la production retourne à la production de plein emploi. Et en plus, ça va avoir un effet vertueux sur le solde budgétaire, ça va améliorer le solde budgétaire, ça ne va pas le détériorer. Donc c'est tout gagnant. Malheureusement, pensez bien qu'il y a un hic, parce que si ça marchait vraiment comme ça, on se serait contenté de faire cela. Il y a en fait une limite à la baisse du taux d'intérêt qu'on discutera. Il y a une limite à la baisse du taux d'intérêt parce qu'on peut bien baisser le taux d'intérêt, mais il y a la limite d'un taux d'intérêt nul. Est-ce qu'on peut avoir un taux d'intérêt négatif? En fait, quand on calcule, à partir d'un modèle comme ça, on calcule quelle baisse du taux d'intérêt aurait permis de faire disparaître le chômage. On obtient un chiffre. C'est une baisse très importante du taux d'intérêt qui aurait amené à un taux d'intérêt négatif. Est-ce que c'est possible? Arithmétiquement, même, disons, analytiquement, c'est parfaitement possible. En fait, c'est même techniquement possible. Mais il y a une réticence des banquiers centraux. Apparemment, les banques centrales n'aiment pas trop baisser le taux d'intérêt en dessous de zéro. Elles ont fait une part du chemin, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment baissé toutes le taux d'intérêt à pratiquement zéro. Mais en dessous de zéro, alors là, il y a des réticences des banquiers centraux. Les banquiers centraux ont accepté de descendre les taux d'intérêt jusqu'à zéro, mais ils ne vont pas plus loin. Et quand on fait ça, on améliore un peu l'activité, mais on ne supprime pas complètement le chômage. Et donc, l'idée, c'est la Banque centrale prend sa part, et puis il faut que la politique budgétaire complète. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Toutes les banques centrales, à la suite de la récession, ont mis leur taux d'intérêt à zéro, ou quasiment. Enfin, ça peut être 0,25, mais c'est rien. C'est vraiment zéro, en fait. Et puis, on s'arrête là. Et évidemment, le banquier central dit « j'ai fait mon devoir, maintenant c'est à vous, gouvernement, de compléter en faisant quoi? Eh bien, en faisant une politique budgétaire, une partie de la politique, une politique budgétaire stimulatrice. » Et donc, en fait, on est en train de construire un policy mix dans lequel il va y avoir un peu de baisse des taux d'intérêt, un peu d'augmentation de dépenses, un peu de baisse des impôts. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. On peut limiter, faire de la politique discrétionnaire, aller au-delà des stabilisateurs automatiques en faisant une stimulation budgétaire, en baissant les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a fait. Et on amortit quand même pas mal la récession en faisant ça. On réduit considérablement la baisse de la production et donc l'augmentation du chômage qui résulte de la récession. Mais évidemment, on accepte en faisant cela une détérioration du solde budgétaire très importante. Tant pis. Tant pis. Il faut accepter les inconvénients. C'est mieux de détériorer le solde budgétaire et de réduire le chômage. C'est ce qu'on a fait. Alors, la question, c'est... ça, c'est vraiment la réaction juste après la récession. C'est ce qu'on a fait juste après la récession. C'est-à-dire, il y a eu un creux très fort, une baisse très forte de la production, de la demande, de la production, et une situation dans laquelle les prix ne réagissaient pas. Alors, là, je reviens un petit peu à la discussion, enfin à la position qui serait la position des classiques. Mais les classiques, ce qu'ils disent, c'est que c'est simplement qu'il ne fallait pas faire quelque chose de particulier, il fallait simplement attendre que le marché élimine les excès d'offres. Et qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est simplement la flexion des prix. Et pour éliminer des excès d'offres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des baisses de prix. Des baisses de prix très importantes. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les années, disons, 2008-2011, il y a des baisses de prix. Il y a des taux d'inflation négatifs. Donc, on va au-delà. Ce n'est pas, enfin,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a raisonné comme si les prix étaient parfaitement rigides. Ils ne sont pas parfaitement rigides, même à la baisse. Il y a eu des baisses de prix, il y a des taux d'inflation négatifs. Quand on dit des taux d'inflation négatifs, ça veut dire que c'est l'ensemble des prix qui baissent. Si on regarde le détail, il y a des prix qui baissent beaucoup, d'autres qui baissent moins, peut-être qui augmentent encore, mais l'ensemble, en moyenne, baisse. Bon. Donc, l'hypothèse sur laquelle on travaille, qui est que les prix restent inchangés, elle n'est pas totalement vraie. Il y a une partie de l'ajustement qui se fait quand même par les prix, suivant la logique classique. Une partie, mais une petite partie. Pourquoi? Parce que le choc est très brutal, que la réaction des prix à un excès d'offre ou à un excès de demande met du temps. Il y a une inertie nominale, donc les prix ne réagissent pas tout de suite de manière à supprimer les excès d'offres et de demande. Et bien entendu, d'une certaine manière, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre que les prix fassent, que les marchés, les mécanismes de marché fassent leur travail. Ils font une partie du travail, mais ils ne le font pas assez rapidement. On ne peut pas supporter un chômage très important pendant longtemps. Il y a quelque chose à faire pour gérer la période pendant laquelle les prix ne s'ajustent pas totalement de manière à éliminer les excès d'offres et de demande. Donc, toutes ces politiques qui ont été mises en œuvre juste après la récession, qui sont des politiques évidemment de relance, ce sont des programmes de relance très importants, gigantesques. Enfin, le stimulus budgétaire en particulier est absolument énorme, bien plus fort qu'il n'a pu l'être pour la crise de 29. Les conséquences de la dernière crise, si vous voulez, le choc initial, le epsilon, qui a affecté l'économie mondiale, tous les pays, en 2008, fin 2007, début 2008, 2009, on peut dire 2008-2009. En 2008, il y a eu une très forte dégringolade de l'activité. Ce choc qui a affecté l'économie est aussi fort, peut-être encore plus fort que celui de la crise de 29. Mais dans les années 30, on ne disposait pas des moyens de politique économique dont on dispose actuellement, ni même d'ailleurs de la compréhension économique, parce que bon, évidemment, les idées de Keynes n'étaient pas répandues à ce point à ce moment-là. Il y avait quand même des réticences, les gens ne comprenaient pas les choses comme on les comprend maintenant. Même les dirigeants et les responsables ne comprenaient pas les choses comme on les comprend maintenant. Mais il y avait aussi tout simplement une situation qui était que les marges de manœuvre de la politique monétaire étaient très faibles, les marges de manœuvre de la politique budgétaire aussi étaient très faibles, et il n'y avait pas du tout donc l'efficacité des mesures de relance qu'on a pu mettre en œuvre lors de la dernière récession, celle de 2008-2009, et par conséquent, il y a eu un creux de l'activité et une montée du chômage bien plus forte que celle qu'on a connue pendant la dernière crise. Donc, si vous voulez, il y a indiscutablement un progrès, mais il y a aussi une situation qui est différente lorsqu'on compare la crise de 29 et la crise de 2008-2009. Il y a une différence. La différence, c'est que dans la situation des années 30, la dette de l'État était très limitée. Il y avait un peu de dette de l'État, mais la dette de l'État était très limitée. Et donc, la politique keynésienne avait beaucoup de marge. On pouvait vraiment ne pas hésiter à émettre des emprunts. Le problème qu'on rencontre dans la situation actuelle et celle qu'on connaît, disons, depuis une dizaine d'années, c'est que la crise survient à un moment où l'endettement public est déjà très élevé. Et comme il est déjà très élevé, les marges de manœuvre sont, de ce point de vue, plus limitées. Donc ce n'est pas exactement la même situation, notamment pour cette raison. C'est-à-dire qu'on part avec un endettement des États très fort, et donc l'idée qu'on peut creuser le déficit comme on veut rencontre cet argument. Cet argument, c'est qu'on a déjà une dette très forte. Est-ce qu'on peut encore augmenter la dette? Si vous voulez, la leçon à tirer, c'est que
si on veut vraiment avoir une certaine efficacité, il faut constituer des marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter un endettement trop fort, parce que quand ça va mal, il faut pouvoir augmenter la dette publique sans rencontrer une limite qui est effectivement celle qu'on rencontre. Actuellement, on ne peut pas augmenter beaucoup plus les dettes publiques. Et ça donne aussi une explication, c'est une des explications, mais ce n'est pas la seule, de la mollesse de l'activité qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable redémarrage. Il y a un démarrage qui est très très mou dans l'activité. Il y a une discussion, si vous voulez, sur les politiques de stimulation de l'activité et la réponse à la récession. Il y a toute une discussion qui concerne le moyen terme. Bien entendu, là, je suis déjà rentré dans un argument de moyen terme. C'est l'évolution de la dette, c'est un argument de moyen terme. Sur le moment, on ne pense pas à ça. Sur le moment, quand il y a vraiment une récession extrêmement profonde, une activité qui plonge, on ne pense pas à qu'est-ce qui va se passer sur la dette. On pense à il faut vraiment arrêter les conséquences parce que ça fait beaucoup de chômage. Donc on commence par faire de la stimulation et évidemment, c'est une conséquence sur la dette et il faut gérer la conséquence sur la dette. Mais il y a aussi une autre conséquence qui est très souvent mise en avant, c'est que les politiques monétaires expansionnistes, celles qu'on a mises en œuvre par des baisses agressives de taux d'intérêt, mais aussi par d'autres mesures qui sont les mesures qui sont désignées par ce qu'on appelle quantitative easing. Donc ce sont des politiques d'open market. Ces mesures, en fait, ont des effets inflationnistes. Alors, on ne voit pas l'inflation. Quand on est dans une récession, il y a un excès d'offres. Donc, l'inflation, ce n'est pas le problème. Quand il y a un excès d'offres, les marchés ont tendance à faire baisser les prix. Donc, le risque inflationniste, ce n'est pas un risque très sérieux quand il y a une récession. Mais c'est vrai que, et ça c'est la dynamique de l'inflation, on va l'étudier dans le chapitre suivant, et on observe bien des évidences empiriques qui montrent que quand on fait des relances monétaires, l'inflation vient après. Elle ne vient pas tout de suite, mais elle vient après. Donc après, il y a une bouffée inflationniste. Donc il y a aussi cet inconvénient. Faire de la stimulation, de la politique de demande expansionniste, notamment par la stimulation monétaire, c'est-à-dire par des baisses de taux d'intérêt et du quantitative easing, par d'open market, ça a un effet inflationniste. Et vous savez que nous avons déjà pris en compte, étudié cet effet inflationniste de manière imparfaite, mais on l'a vu dans des modèles comme le modèle classique, naturellement, parce que le modèle classique, on ne voit que ça, d'une certaine manière, on ne voit pas les effets sur le chômage. Mais par contre, même dans les régimes intermédiaires, si on regarde des régimes intermédiaires, et on pourrait raisonner comme ça, on pourrait dire, là, en fait, le raisonnement qu'on a fait, on s'est fondé sur un régime keynésien. C'est un régime extrême. Peut-être qu'il faudrait raisonner sur un régime intermédiaire. Sur un régime intermédiaire, il y a des effets inflationnistes, il y a aussi des effets déflationnistes epsilon. Donc, un modèle à SAD, ça permettrait de dire un peu plus que ce qu'on a dit ici. C'est un peu plus compliqué, bien entendu, mais ça permettrait de dire un peu plus. Et ça permettrait de rendre compte du fait, par exemple, qu'on a observé des baisses de prix. Donc, une courbe de demande qui se déplace en bas et à gauche, si on n'est pas sur la partie plate, mais sur une partie pentue de la courbe d'offres, ça a un effet déflationniste. Donc on pourrait aussi rendre compte de cet effet si on acceptait d'abandonner la simplicité du modèle que je viens de vous proposer pour prendre un modèle à SAD. C'est possible. On peut voir des choses plus compliquées. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des conséquences inflationnistes. Ces conséquences n'apparaissent pas tout de suite, elles apparaissent à un certain moment. Là, je vous laisse un petit peu dans la curiosité de ce point, puisque nous allons parler de l'inflation dans le chapitre qui vient. D'une certaine manière, c'est une transition sur le chapitre qui vient.
J'ai donné quelques indications sur les plans de relance, à titre comme ça de terminer un peu la section. Ce sont des plans de relance absolument gigantesques qui ont été adoptés, de l'ordre de 3 000 milliards d'euros pour l'ensemble des pays, l'essentiel des pays industrialisés. C'est pas que les pays industrialisés, il y a la Chine dedans. Si la Chine a fait des stimulations très fortes. Donc ce sont des plans de relance très importants qui ont été mis en œuvre, exceptionnellement importants, beaucoup plus importants que ceux qu'on a pu mettre en œuvre dans les années 30, puisque nous avons effectivement des moyens beaucoup plus forts, des moyens monétaires également beaucoup plus forts. Et en fait, bon là il y a des petites indications, il faut un peu mettre à jour, mais c'est quand même l'idée. Ces plans, ce sont des plans de relance qui se rajoutent aux stabilisateurs automatiques. C'est en plus des stabilisateurs automatiques. Donc on y allait, comme on dit, à fond la caisse. À don, vraiment. Oui, un prof ne parle pas comme ça. Excusez-moi. On y allait courageusement. Donc on a pris effectivement des dispositions qu'il fallait prendre. Et évidemment, ça a eu des effets. C'est-à-dire que l'effet de rebond de l'activité s'est produit très rapidement. Il n'y a pas eu une récession, il n'y a pas eu, disons, un creux de récession trop long. Il y a vraiment eu tout de suite un redémarrage de l'activité. Mais ce qu'on voit, c'est que l'activité, le niveau d'activité, n'est pas revenu, ou vient à peine de revenir, à ce qu'on avait avant la récession. Donc il y a vraiment quelque chose aussi de spécifique dans la situation actuelle, qu'on n'arrive pas à bien prendre en compte avec ce modèle. Il faut rajouter d'autres choses, dont on parlera un petit peu plus tard. Ce qu'on voit, c'est que, contrairement à ce qu'on espérait, l'activité ne redémarre pas au rythme qu'on connaissait avant la récession. Il y a toujours un taux de croissance relativement faible, même s'il est positif, et ce taux de croissance ne permet pas spontanément de faire disparaître le chômage dans la plupart des pays. Il y a des pays où, effectivement, le chômage a disparu et on est déjà en plein emploi. Il y a quelques pays comme ça, mais ce n'est pas dans tous les pays. Il y a des pays, et en particulier en France, où il y a encore un chômage conjoncturel important. Ce n'est pas seulement un chômage structurel. Ça vient du fait que l'activité est encore assez faible, plus exactement en dessous du potentiel, autrement dit la production est en dessous de la production de plein emploi.